considérablement améliorée, par exemple dans un pays comme la Turquie, grâce à quoi? Grâce aux ouvriers turcs qui venaient d'Allemagne. Vous voyez? C'est important à voir, parce qu'il faut qu'on arrête de vous raconter des sornettes, il faut ouvrir les yeux et voir comment le monde fonctionne. Et d'autres, après, justement, chaque fois que l'Afrique s'inspire, on dit que l'Afrique est incapable de faire quoi que ce soit, elle copie. Et les autres, qu'est-ce qu'ils en font? Donc, vous regardez la construction. Donc, l'ouvrier du bâtiment turc s'est considérablement amélioré grâce précisément au savoir-faire engrangé par ces ouvriers en Allemagne. Et vous observerez, alors cette fois-là sur le continent africain, le même phénomène, avec les Algériens, avec les Sénégalais, parce qu'ils ont été beaucoup dans la construction. Si vous regardez une entreprise de construction au Sénégal, comparée à une entreprise de construction dans un pays d'Afrique centrale, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ils gagnent des marchés aujourd'hui en Afrique centrale. Parce que leur savoir-faire leur permet justement de compétir avec succès. Donc ne négligez pas. Et je reviens à mon idée de départ, une diaspora protéiforme. Personne n'est négligeable et n'est à négliger dans la diaspora. Donc l'ouvrier qui est sur les chantiers de construction en Europe gagne en expérience. Ce qui veut dire que s'il rentre en Afrique, il y a un plus qu'il apporte dans le développement. Vous pouvez créer une entreprise de bâtiment dans un pays en Afrique, mais si vous n'avez pas d'ouvriers qualifiés, vous ne pouvez pas faire compétir pour les marchés publics ou d'autres, même les marchés privés. Et ce sont les étrangers qui vont venir à faire les marchés. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas un personnel qualifié. Donc toutes les expériences sont valables. Toutes les expériences sont utiles. Toutes les expériences sont importantes. Nous devons les canaliser. Lorsqu'on a construit le pipeline Tchad-Kribi, c'est-à-dire entre le Cameroun et le Tchad pour l'évacuation du pétrole de Doma, sur presque 1000 km, 800-900 km. Tous les ouvriers soudeurs du pipe étaient des non-africains. On n'en avait pas trouvé un seul en Afrique. Ils venaient de Philippines, pour la plupart, et quelques Colombiens. Or, précisément, l'expérience acquise ailleurs peut permettre à l'Afrique. Ce n'est pas simplement avec des choses les plus compliquées, les plus sophistiquées que nous allons nous développer. C'est aussi avec des choses basiques. Donc, cette catégorie de la diaspora également est extrêmement importante. Maintenant, quels sont, j'ai parlé donc de l'ambition du réveil de la diaspora africaine. Quels sont les obstacles que je vois, notamment dans les rapports actuels de la diaspora avec le continent? D'abord, je note dans le discours d'une certaine catégorie de la diaspora ou de certains membres de la diaspora, un discours clivant, si vous voulez, un discours de déclassement au sein de la catégorie sociologique des diasporas. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, chaque fois que j'ouvre un média africain, il y a des jeunes de la diaspora qui parlent de la diaspora et des projets de la diaspora, ils disent, nous les jeunes de la diaspora, vous allez dire que c'est parce que je suis vieux que je dis ça, mais non, c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir cette approche-là, elle est désastreuse. Parce que je ne vois pas que des jeunes dans cette salle, il y a des gens mûrs qui ont aussi besoin de partager leur expérience. Donc le problème n'est pas l'opposition entre les vieux et les jeunes de la diaspora, c'est ce que la diaspora peut faire ensemble collectivement. C'est un discours clivant qui n'est pas bon. Je regardais, je ne vais pas citer la chaîne encore dernièrement, il y avait deux gens sur le plateau, tout ce qu'ils disaient était très intéressant. Mais ils n'avaient pas besoin de dire, nous les jeunes, la jeunesse africaine, non. La jeunesse c'est un tabou. Une fois que vous l'avez dit, le lendemain, vous l'avez plus. Donc c'est qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, les gens qui ont porté le développement sur d'autres continents ou sur d'autres pays n'étaient pas tous que jeunes. Vous savez, ils n'étaient pas tous que jeunes. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse ici et là, parce que je vais revenir là-dessus plus loin. Si vous prenez Israël, Weizmann, qui crée l'Institut Weizmann, au moment de la fondation de l'État d'Israël, il a quel âge? C'est pas un jeune. Pourtant, il a semé une graine qui est l'une des plus belles graines
qui a été semé dans son pays, puisque l'Institut Weizmann est devenu l'un des instituts scientifiques les plus connus, les plus des formalités administratives. Donc, faire un guichet unique. Que si vous voulez, vous arrivez dans un pays, vous voulez investir, qu'en 48 heures, on vous donne vos papiers. Ça se fait dans d'autres pays. 48 heures, vous avez vos papiers. Parce que si c'est au même endroit, le registre du commerce, parce que si, au fond, c'est parce que beaucoup de nos pays ne font pas l'effort d'informatisation. Si vous avez informatisé les données du registre du commerce et des greffes des tribunaux pour vérifier, si dès lors que quelqu'un remplit des formulaires pour dire je veux créer mon entreprise, vous interrogez la base de données, c'est correct, vous interrogez d'autres bases de données pour recouper les informations, en 48 heures vous pouvez lui donner son papier. Vous voulez créer des entreprises, faciliter la tâche aux gens. Vous ne pouvez pas multiplier les obstacles. Donc ça, on doit pouvoir faire cela pour la diaspora. De la même façon, je pense sérieusement, et là c'est un domaine, parce que c'est un domaine qui est sensible et il y a beaucoup d'obstacles. Le domaine foncier, ça fait des ravages dans les débats dans un pays aujourd'hui, mais on peut juste dire, pour que les gens de la diaspora ne se fassent plus gruger, passez-moi ce terme familier, il faut qu'on leur facilite. Et là aussi, nous avons aujourd'hui un certain niveau d'informatisation du registre foncier dans la plupart des pays, à partir duquel vous pouvez savoir si un terrain a un titre foncier ou pas, et l'affectation. Et donc, vous pouvez donner des conseils à des personnes qui viennent de la diaspora en disant, écoutez, n'achetez pas ce terrain parce qu'il y a des problèmes dessus, achetez tel autre parce que voilà. Donc, je pense que ce genre de structure peut être mise en place pour faciliter la vie et surtout sécuriser les investissements des gens qui viennent de la diaspora, parce que beaucoup d'entre eux ont coupé physiquement avec le pays depuis longtemps, ils ne connaissent plus comment les caïmans nagent dans l'eau. Donc on peut, effectivement, il y a un ensemble de choses qu'il faudrait mettre en place pour les accompagner. Un troisième point que je considère comme un point de faiblesse, c'est que je note que la démarche de la diaspora reste encore, pour l'essentiel, une démarche individuelle. Elle est individuelle. Vous avez un peu d'argent, voilà, vous allez acheter votre terrain, votre maison, vous en envoyez un peu à la famille, ou bien vous êtes en confrontation ou en prise avec l'administration de votre pays tout seul. Mais imaginez que la diaspora, et c'est ce que je préconise, se mettent en réseau, s'organisent. Et se mettre en réseau, ça peut être un réseau de compétences. Des gens qui sont intéressés par les affaires peuvent faire. Les gens qui sont intéressés par l'immobilier peuvent se constituer. Opérer même dans un pays ou dans plusieurs pays. Les ingénieurs peuvent se constituer. Je veux dire, on peut mieux s'organiser. Et moi, je le redirai à plusieurs reprises au cours de cet exposé, c'est que il me semble que la diaspora est mieux placée aujourd'hui pour impulser des entreprises qui associent plusieurs personnes. Parce que je regarde en arrière sur le continent, les gens ont beaucoup de mal à se mettre ensemble pour créer une entreprise. Les gens, à plus forte raison, pour créer des entreprises multinationales africaines. Alors pourquoi est-ce que des gens de la diaspora, du Sénégal, du Burkina Faso, Congo, Togo, Bénin, que sais-je encore, Cameroun, RDC, Tanzanie, Angola, pourquoi ne peuvent-ils pas se mettre ensemble et créer une entreprise, des entreprises africaines à plusieurs branches nationales? On peut, c'est pas facile, j'en conviens, mais on peut y réfléchir. Parce qu'il est infiniment plus facile de créer une entreprise à plusieurs branches lorsque dans chaque pays vous vous appuyez sur un partenaire national, que de créer une entreprise dans votre pays et de vouloir justement développer des branches dans un autre pays, parce que nous savons que ces affaires de souveraineté qui sont liées à des frontières et tout, ça résonne encore beaucoup dans nos cerveaux. C'est-à-dire, oh, il est Gabonais, il est Camerounais, il est... Bon, ce qui... Bon, ça nous amuse parce que ça fait... On multiplie le nombre de chefs d'État. C'est très intéressant, ça donne un job. Mais en réalité, nous savons que tout cela, c'est quand même un peu ridicule. Parce que vous avez des pays de 2 millions d'habitants,
Quand bien même il serait 10 millions, 50 millions, c'est quoi? Le Nigeria, c'est là 210 millions. Vous fractionnez là-bas, toute l'Afrique centrale réunie, vous ne faites même pas la moitié. Seulement chacun agit de drapeau. Après, vous allez dire que voilà, quand le président Chima vous invite, vous mettez vos costumes, vous arrivez comme ça. Il faut que nous arrivions à une étape. Pourquoi est-ce que des entreprises puissantes ont émergé aussi rapidement en Chine? Non seulement parce qu'ils avaient l'accompagnement de l'État, mais parce qu'ils avaient un marché intérieur conséquent. Et une puissance dont il est porté. Mais vous ne pouvez pas, quelle que soit votre force, votre talent personnel, vous êtes d'un pays qui a 2 millions, 5 millions, voire même 10, même 20 millions d'habitants. Vous faites une entreprise, pour qu'elle aille à la conquête du reste de l'Afrique, vous devez terriblement travailler parce qu'à chaque fois, vous devez aller prospecter dans le pays, connaître les règles du jeu dans le pays, trouver quelqu'un dans le pays. Et si vous ne trouvez pas quelqu'un dans le pays, c'est-à-dire vous exportez quelqu'un, il est fragile, il ne connaît pas. Alors que si vous arrivez à construire des entreprises comme cela, vous faites une entreprise panafricaine tout de suite. Et le panafricanisme n'est pas seulement, et ne doit pas être réduit seulement à sa dimension politique. Il doit être économique aussi. C'est-à-dire que nous devons avoir des multinationales africaines qui contrôlent le continent. Il y a quelques exceptions comme Dangote, comme plusieurs banques nigérianes aujourd'hui, comme Ecobank, mais j'ai du mal à citer ces banques qui tout de suite, dès qu'elles grandissent, les Occidentaux en prennent le contrôle. Donc est-ce que c'est encore une banque africaine? Voilà, donc c'est ça le problème des Africains. Même la Banque africaine de développement n'est plus une banque africaine. Et moi je me demande à quoi ça sert d'avoir une banque africaine de développement qui n'est pas contrôlée par l'Afrique. Alors que nous, les pères fondateurs, justement, c'était donner un marque pour se donner un instrument de développement qui s'appelle Banque africaine de développement. La banque n'est plus contrôlée par l'Afrique aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Et je disais donc que le fait que nous ayons une approche solitaire ou individuelle fait qu'il y a des redondances dans nos initiatives, même dans nos projets de développement. C'est-à-dire que vous allez voir parfois que un membre de la diaspora du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, peu importe le pays, va avoir un projet, mettons par exemple sur on peut prendre quoi? Le transfert d'argent, le mobile money, le mobile banking. Et il va avoir ça. Et tout de suite à côté, le pays d'à côté, puisque vous êtes tous des ingénieurs très intelligents et tout ça, quelqu'un va le produire aussi dans son pays, il va danser sa part, etc. Mais au final, aucune des deux entreprises ne grandit aussi, de manière aussi significative. Je ne dis pas que les marchés de niche ne sont pas intéressants, mais on pourrait donc, à partir d'initiatives comme cela, associer les talents, associer les énergies. Beaucoup, je regarde beaucoup les médias africains pour voir justement le mindset des jeunes africains. Et beaucoup disent, oui, je fais ça, mais je vais faire une multinationale africaine. Donc c'est toujours je, et puis je vais faire. Mettez-vous ensemble. Vous n'êtes pas obligé de commettre les erreurs ou bien de suivre le parcours, de ne pas suivre le parcours que les aînés ou les anciens ont suivi. Vous comprenez? Donc, quelqu'un comme de Songui qui a été à l'origine de, vous parliez de Ecobank, va se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Parce qu'il voulait doter justement l'Afrique d'une banque de détail qui puisse tenir la dragée haute aux banques étrangères qui étaient implantées sur le continent. Peu à peu, j'ai l'impression que le contrôle échappait aux Africains. Donc, de la même façon, on ne crée pas l'entreprise simplement, comment dirais-je, à un moment donné, pour gagner le maximum d'argent possible. Ou alors, si on gagne le maximum d'argent possible, c'est pour faire autre chose. On peut effectivement créer un projet dont la valorisation capitalistique devient très très importante et on cède ça parce que ça vous donne le cash pour faire autre chose. Moi, ça, je peux comprendre, toujours dans le sens du développement du continent. Mais croyez-moi, mes chers amis, un continent ou des pays qui n'ont pas une réelle maîtrise d'un certain nombre
d'acteurs économiques majeurs, vous êtes rigolo à l'échelle du monde. Et que personne ne vienne vous faire croire que l'économie libérale que l'on nous enseigne depuis des décennies aujourd'hui, de dire que c'est une économie dans laquelle l'État n'interfère pas. C'est-à-dire que même, je ne sais plus à qui on ne peut plus enseigner ça. Donc l'Afrique, pour contrôler son destin, doit contrôler un certain nombre de leviers. C'est aussi simple que ça. Sinon, les États-Unis, je me souviens quand moi j'étais étudiant, on entendait en économie, j'en ai fait un peu, l'école de Chicago, avec Milton Friedman, avec la fameuse main invisible, n'est-ce pas, que les économistes britanniques avaient, Adam Smith et autres au 19e siècle. Sauf que c'est ridicule parce que lorsqu'il y a eu le crash boursier bancaire de 2008, les États-Unis ont nationalisé. Nationalisé, vous pouvez imaginer, ça écorche les oreilles dans la pensée américaine, mais ils l'ont fait. Et mais ils n'ont pas nationalisé que les banques, ils ont nationalisé le secteur automobile, n'est-ce pas? General Motors. Pour la reconsolider, la remettre sur les rails et recéder. Il faut qu'on arrête de nous tourner en bourrique et de nous tourner dans la farine. Nous devons apprendre de tout cela pour dessiner les voies du développement de l'Afrique de demain. Mon dernier point, mon deuxième point, deuxième partie en fait, c'est que la diaspora ou les diasporas africaines doivent contribuer au réveil de l'Afrique pour que vienne le temps de l'Afrique. C'est-à-dire le temps où l'Afrique sera un acteur majeur et je voudrais pouvoir le dire incontournable du jeu international. Ce temps, ça se prépare. Je vous ai dit la Chine en une génération. Je peux ajouter l'Inde en une génération. C'est doté de toutes les capacités que vous voyez. La capacité n'est pas seulement dans le domaine militaire, nucléaire et tout cela, encore qu'il faudra y réfléchir un jour, mais c'est d'abord de voir comment les gens arrivent à maîtriser la science et la technologie, à contrôler les leviers de développement économique. Pendant longtemps, personne ne savait qu'un pays comme l'Inde construisait, par exemple, les véhicules, que son domaine de la santé et de la pharmacie était l'une des plus avancées, l'un des plus avancés au monde. Aujourd'hui, tout le monde fait le tourisme sanitaire en Inde, n'est-ce pas? Parce que tous les Africains, si vous regardez le flux, vous savez que l'Inde est aujourd'hui le pays qui maîtrise le mieux la technologie de synthèse de vaccins. Même en Occident, on envoie en Inde faire des synthèses. Tout cela, c'est en moins d'une génération. C'est en moins d'une génération. Je vous rappelle que l'Inde a été indépendante en 1947, pas avant 1947. Donc, il faut comprendre qu'on nous a trop dispersés, on nous a trop éparpillés, on nous a trop opposés. Et en fait, nous nous plaisons là-dedans. Je ne sais pas quel effet, qu'est-ce que ça produit sur le mental d'un Africain d'acheter le drapeau. C'est quoi? C'est un tissu, un morceau de tissu. On vous a dit, vous êtes Sénégalais, vous êtes Camerounais, vous êtes vous dansez, je suis Camerounais, je suis Sénégalais. Mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui a décidé un jour que c'est comme ça. Et ce quelqu'un-là, c'était même pas nous. Et vous êtes incapable de dépasser ça pour dire, nous voulons même redéfinir comment nous voulons nous organiser. Tout le monde sait que nous n'arriverons pas avec nos 54 États dans les contextes actuels. On n'y arrivera pas. Je peux vous le dire. On n'y arrivera pas. Les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO ont établi ce qui constitue, d'après elles, les principales stratégies de mobilisation de la diaspora. On va voir la carte. Oui. Donc ça, c'est ce que les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO appellent les principales stratégies de mobilisation de la diaspora. En examinant le document, je n'y ai trouvé aucune stratégie.
transfert de fonds est une stratégie. Facilitation des transferts de compétences, harmonisation. Ça, ce n'est pas des stratégies. Ce sont des recettes de mise en œuvre de la stratégie qui est là. Donc le mot est galvaudé, eux-mêmes ne savent pas ce qu'on appelle stratégie. Il faut vraiment une pensée stratégique pour construire à la fois l'apport de la diaspora à l'Afrique et pour construire le positionnement de l'Afrique dans le monde. Mon invitation à ce que vous contribuiez au réveil de l'Afrique est en réalité un appel à la poursuite de votre engagement. Parce que vous êtes déjà engagé, pleinement engagé. J'en profite donc pour saluer les efforts entrepris dans ce sens depuis toujours par la diaspora. Que de tels efforts aient réussi ou pas, peu importe. C'est sur la fondation de ces efforts que doit se construire la renaissance de l'Afrique. Notre mission à nous, mais notre mission collective en tant qu'Africains, c'est de rendre possible, pas dans cette génération, dans cette période de notre histoire qui mêle plusieurs générations, c'est de rendre possible l'avènement de cette renaissance. Et pour y parvenir, une exigence stratégique s'impose à vous. Exigence stratégique. Je vais l'évoquer rapidement avant de partager avec vous quelques éléments nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie en question. Donc, exigence d'une approche stratégique. Cette exigence demande de réfléchir à la rencontre entre les capacités de la diaspora et les ambitions de développement et de rayonnement de l'Afrique. Les capacités de la diaspora d'un côté, les ambitions de développement et de rayonnement de l'Afrique de l'autre côté. Donc les deux doivent être mis ensemble. Cela veut dire la pensée stratégique, ce n'est pas la pensée tactique, ce n'est pas comment on exécute, c'est d'abord définir les objectifs. Il faut définir les objectifs. Et ensuite, se donner les moyens, donc déterminer les moyens. Et mettre en œuvre les moyens suivant un calendrier qui est à. C'est ça la stratégie. C'est extrêmement important. Et quels sont les éléments pour une mise en œuvre efficace de la stratégie? Vous voyez, je n'ai pas défini la stratégie parce que je dis c'est le rôle de la diaspora et le rôle de l'Afrique sur le continent. Donc ce n'est pas dans une salle de conférence que vous allez espérer de moi que je vous définisse cette stratégie. Chaque fois qu'on m'interroge, je me suis toujours amusé, les journalistes disent oui, mais quelle est votre stratégie par rapport à la prochaine élection? Je disais, mais si je vous disais, moi, vous allez voir. Sur le plan politique, il me semble que un des éléments pour la mise en œuvre d'une stratégie, quelle qu'elle soit, qui sera définie, sera sur le plan politique de régler la question de la plurinationalité et de la participation des Africains de la diaspora à la vie publique dans leur pays d'origine. Si vous regardez cette carte, vous verrez que les pays couleur foncée sont ceux où il existe la double citoyenneté. La double citoyenneté est autorisée dans ces pays. Et moins foncés sont les pays où la double citoyenneté n'est pas autorisée. Mais on voit quand même que ça évolue. Le nombre de pays où la double citoyenneté est autorisée progresse en Afrique. Je peux vous dire que dans les années 60, ce n'était pas envisageable parce que les gens étaient à ce point attachés à leur souveraineté d'impôt national qu'on pouvait pas concevoir. Aujourd'hui, ça progresse. Vous voyez, là où c'est très très clair, c'est parce qu'il n'y a pas de données. Par exemple, ce n'est pas très clair en Afrique du Sud, entre la Centrafrique et entre le Centrafrique et
le Soudan du Sud, c'est pas très bon, la Mauritanie également, et il y a les données qui sont pas claires. Mais les autres, c'est clair. C'est extrêmement important de voir comment l'adoption de la plurinationalité a contribué justement à l'implication de la diaspora dans le développement des pays qui l'ont adopté. Si vous prenez, et pour moi c'est un exemple, quand les anglo-saxons disent the best practices, c'est-à-dire les meilleures pratiques. Voilà. Prenons le Maroc. C'est un cas vraiment d'école en termes de contribution de la diaspora au développement du pays. Vous prenez le cas du Maroc, la question de la plurinationalité est réglée depuis longtemps. Et donc, si vous regardez, ici en Europe, moi je vois des Marocains qui sont maires aux Pays-Bas, qui sont dans les gouvernements, qui sont dans différentes positions. Je les vois scientifiques au plus haut niveau, qui dirigent des laboratoires, des services dans les hôpitaux, je les vois, etc., etc. Si vous regardez le contingent des ingénieurs marocains dans les plus grandes écoles françaises, écoles polytechniques, centrales, pont et chaussées, et que sais-je, mines et tout le reste, ils ont le plus grand contingent des étrangers. Quand ils sortent de là, généralement ils font un parcours dans les grandes entreprises ici. Et puis ils rentrent au Maroc. Ça donne quoi? Ça donne comme résultat le fait que le Maroc est désormais considéré comme une niche de capacité où même certaines entreprises les plus avancées en Europe délocalisent. Et c'est pour cela qu'il s'est construit au Maroc très rapidement, en quelques années, une filière aéronautique. C'est le seul pays africain, même avant l'Afrique du Sud, qui a une filière aéronautique, puisque le Maroc participe à la construction de Airbus. Filière automobile, Renault et d'autres ont installé au Maroc, etc., etc. Aujourd'hui, le Maroc abrite le plus grand centre du développement de l'intelligence artificielle, qui est l'avenir technologique. Mais ça se joue là. C'est au Maroc. Et je pense même qu'ils veulent se transformer en centre d'excellence pour l'Afrique, pour tous les autres pays africains. Ça, c'est grâce à la double nationalité ou à la plurinationalité. Parce que je crois que une des dames qui vient d'être élue à la tête, je sais pas, d'un des instituts dans le domaine de la recherche médicale plus avancée aux États-Unis est une Marocaine, pareil. Ça donne quoi comme résultat? La semaine dernière, le Maroc a dévoilé sa marque de véhicule, qui n'est plus une voiture montée, c'est-à-dire c'est pas un... Renault est là, il y a la chaîne Renault qui fait, mais il y a maintenant la marque marocaine. Vous me direz, bien sûr, il y a au Ghana un brave mécanicien qui s'est débrouillé, qui a mis au point sa marque, il y a au Nigeria, il y a même au Cameroun, mais ce n'est pas la même chose. Là, nous parlons d'un modèle de véhicule conçu suivant les canons technologiques, prêt à être mis sur les marchés du monde, qui intègre en fait toute la problématique de la voiture non polluante d'aujourd'hui, etc., etc., par des ingénieurs marocains. Et ça, c'est le fait, transfert de savoir-faire à partir de canaux de relations entre les Marocains de la diaspora, qui ont également la nationalité de leur pays, qui peuvent aller et venir. J'ai dit ça depuis 15 ou 20 ans. J'ai dit ça depuis 15 ou 20 ans. Dans mon pays, ne regardez pas la diaspora comme des ennemis, ou l'ennemi comme un adversaire. Ce sont des gens qui aiment leur pays, ils ont envie de contribuer, mais ils peuvent être impatients, un peu comment dirais-je, nerveux, mais ils aiment leur pays. Mais personne n'a compris. Et ce qui se passe aujourd'hui, on voit le résultat. Si vous regardez très bien, les banques qui sont en train d'aller à la conquête de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, ce ne sont plus les banques françaises ou britanniques, ce sont les banques marocaines. C'est pas vrai? Atich Ali Wafa, mais il y a d'autres. Dans le domaine industriel, l'office chérifier des phosphates, avec la mise en place des usines de production
de l'ammoniac et des engrais. Il y a tout ça, ça s'est préparé. C'est quelque chose de méthodique. Et le résultat se voit. Or, vous pouvez avoir dans le même temps, pendant longtemps, je me souviens, quand vous regardiez les résultats, par exemple, des entrées à Polytechnique, ça, c'est pas pour faire un chauvinisme national. Je suis profondément panafricaniste. Donc, mon pays, c'est mon pays, je l'aime énormément parce que j'y suis né, mais je crois que je n'ai aucun problème qui s'installe dans une conception plus globale de l'Afrique qui permet au continent de voir loin et d'aller loin. Mais je citerai cet exemple, je disais que pendant longtemps, après les Marocains, dans les grandes écoles françaises, c'était les Camerounais. Les premiers polytechniciens, les premiers diplômés de l'école polytechnique, qui est l'école qui était la crème avant, dans les écoles d'application qui sont Mines, je sais, tout ça, c'était Camerounais. Même le général commandant de l'armée de l'air, Cameroun qui est décédé, il sortait de Polytechnique. C'est tout le reste. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a même un célèbre polytechnicien chez nous, bon, qui, je ne vais pas donner l'impression de... Bon, mais non, ce n'est pas lui qui est en cause. Ce n'est pas lui qui est en cause. On ne l'a pas utilisé à la mesure de son talent. Et moi, ça, je le déplore. Il peut avoir fait des... On ne l'a pas utilisé à la mesure de son talent. Vous n'avez pas, dans un pays comme le Cameroun, dans les années 1970, dans la première décennie des indépendants, des gens qui sont de Polytechnique ici, on les malmène au point où ils oublient qu'ils ont été à l'école. Et là, je pourrais citer, puisque vous allez citer celui-là, un autre ingénieur des mines qui a été emprisonné à Tcholiré pendant combien d'années? Qui a écrit un livre sur les mathématiques et le football, si vous voulez, je ne vais pas donner les noms ici. Mais sachez que le problème, donc, lorsque vous êtes face à cette situation, où des individus émergent par eux-mêmes, brillent, mais sans être dans un projet, ça donne rien. On va vous dire, oui, je suis fatigué d'entendre dire, oui, la première Camerounaise, elle est allée à la NASA. Elle est à la NASA. Elle est à la Lune. Pourquoi ils s'arrêtent seulement à la Lune? Le problème, c'est qu'ils entrent dans quel projet? Ils entrent dans quel projet pour l'Afrique? Nous allons passer nos vies à nous féliciter du fait qu'on nous a reconnus quelque part. Oh, il a eu tel prix, il a eu telle médaille. Oh, il a été le premier à... Pourquoi? C'est parce que vous êtes encore habité par le complexe d'infériorité. Parce que si vous savez ce que vous êtes, vous n'avez même pas besoin que quelqu'un dise que... Vous allez dire, je leur ai fait l'honneur. Allez enseigner. Nous nous sous-estimons et puis nous sommes étonnés qu'on nous sous-estime. Donc voilà vraiment le problème que j'ai. C'est créer la possibilité pour la diaspora. Les leviers on peut décliner ça de façon infinie. Je parle de la plurinationalité. Mais les pays ont diverses formules. Même le Maroc, ce n'est pas une formule unique. Il y a des formules où certains ont la carte, ce qu'on appelle la carte de la diaspora, qui vous donne droit à des droits spécifiques. Il y a des pays, tous les pays ne peuvent pas aborder la question de la même façon. Tant que nous n'avons pas une union continentale, les États-Unis du continent, ou, si vous voulez, des sortes de confédérations et tout. Et tant que nous sommes dans des cloisonnements nationaux, la crainte de, entre guillemets, l'étranger, c'est-à-dire de l'autre africain, va persister. Or, vous avez des pays qui ont des difficultés, comme le mien, par rapport à la double nationalité, parce qu'il a un problème spécifique, qu'on ne dit pas et qu'on ne débattra pas, dont on ne débattra pas ici. Juste parce que, effectivement, bon, quand vous êtes voisin, quand vous êtes le Mexique et que vous êtes voisin des États-Unis, bon, vous vous comportez, voilà, vous avez d'autres types de problèmes à résoudre. Voilà, vous n'allez pas être comme le Guatemala qui est loin. Vous êtes le Mexique, vous êtes frontalier des États-Unis. Donc vous avez d'autres types de problèmes à régler. Donc c'est comme ça. Mais on peut les régler. On peut les régler et on
j'ai travaillé sur la question pendant un bon moment et nous avions toutes sortes de formules. On peut décliner. Il y a des gens de la diaspora et moi je ne suis pas de ceux qui... Toute la diaspora n'a pas besoin de rentrer en Afrique. On a même intérêt à ce que vous ne rentriez pas tous. Parce que... Je vais vous expliquer pourquoi. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, écoutez, si vous avez de grands scientifiques ici, il est bon, puisque le niveau de développement de la science sur le continent n'est pas encore au même niveau, n'a pas encore rattrapé le niveau de l'Occident et tout ça, il peut être intéressant qu'il reste ici, mais qu'il vienne enseigner en Afrique. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez des laboratoires de recherche en Afrique, il est intéressant qu'un grand scientifique ici qui dirige un laboratoire ouvre un laboratoire en Afrique où il va former des jeunes Africains et pouvoir leur faire le transfert de savoir-faire, des choses comme ça. Donc c'est en ce sens que je veux dire, c'est pas... oui, je voudrais que vous rentriez tous, mais je ne pense pas qu'il soit bon, même pour un continent, pour qui que ce soit, que tous ces enfants soient au même endroit. Mais votre présence partout doit être autant de ponts. Vous voyez, ça doit constituer autant de ponts avec le continent. Ça doit constituer autant de ponts en direction du continent. C'est là que le continent peut effectivement en tirer le meilleur parti. Sur le plan financier, je crois que j'ai montré un tableau, présenté un tableau tout à l'heure où vous-même vous avez vu le volume du transfert, des transferts financiers vers l'Afrique. C'est quand même impressionnant. 37 milliards de dollars en un an. Je dis bien en un an, parce que c'est annuel. 37 milliards de dollars. Bon Dieu. Il faut organiser ça. Vous devez mieux organiser ça. À la fois en termes de circuit de transfert. Je sais que pour cela, vous avez besoin aussi de l'accompagnement à la fois des pays de résidence et des pays d'origine. Mais il faut trouver le moyen. Vraiment, la diaspora doit pouvoir, à un moment donné, si elle veut organiser des choses comme ça, trouver entre elles, même mettre un comité en place de 3, 4, 5 personnes qui va dans les pays d'origine, mais qui va aussi vers les pays africains en disant voici ce que nous voulons faire. Mais nous envoyons de l'argent, mais nous voulons que ça impacte sur le développement de nos pays. Comment on fait pour que ça soit optimisé, justement, que ça atteigne ses objectifs? Parce qu'à l'heure actuelle, les transferts sont individuels, anarchiques, incontrôlés, et on ne sait d'ailleurs pas si ça permet même de réaliser ce pourquoi vous envoyez tout cet argent. Voilà. Vous envoyez de l'argent pour construire votre maison, et on va filmer les maisons des autres. Le jour où vous arrivez, vous ouvrez la bouche, c'est votre frère qui gronde. Vous-même, vous devez seulement fuir. Pas insister. Mais aussi, il y a un produit dont on m'a parlé. Je ne sais pas si... Je ne crois pas que j'annonce un scoop, mais je crois, parce qu'il y a une étude qui a porté dessus en 2012, donc l'étude publique a été publiée, tout le monde la connaît, mais je sais que peut-être le produit n'était pas encore disponible sur le marché, cela veut dire qu'il y aurait des avancées dessus. C'est un produit conçu par la Banque africaine de développement. Et la BAD est en train de vouloir, semble-t-il, mettre en place des bons de la diaspora. Des bons de la diaspora. Et à partir des expériences de l'Inde, d'Israël et d'Éthiopie, vous pouvez projeter la carte. Ce sont des bons auxquels vous pourrez souscrire. Je ne sais pas encore quel est le montant de la part unitaire, mais je pense que, puisqu'on en a parlé, peut-être aussi, si la BAD sent qu'il y a une vraie attente dans la diaspora, elle lancera rapidement le projet parce que la BAD doit lever des fonds sur le marché financier international. Donc si sa diaspora peut régler le problème, ou en tout cas une partie du problème, je pense qu'elle ne pourrait qu'en être ravie.
Donc, regardez là, vous voyez l'Inde, l'Éthiopie. Le premier bond de l'Éthiopie, c'était le Millennium Corporate Bond. Et puis, il y a Israël. Et le deuxième bond de l'Éthiopie, c'était pour le Grand Renaissance Dam Bond. Je prends ce dernier exemple. C'est-à-dire que l'Éthiopie a construit le plus grand barrage qui existe en Afrique. Et qui est peut-être le deuxième après le grand barrage, le barrage des Trois Gorges en Chine. Et il a construit entièrement sur financement national, en grande partie sur financement de la diaspora par les bons. Parce que quand ils ont voulu lever le financement sur le marché international, évidemment, il y avait des réticences. D'abord, parce que, par exemple, des pays voisins, comme l'Égypte ou le Soudan, ont toujours combattu le barrage parce qu'ils disent que ça va diminuer le débit, voilà, du fleuve du Nil, dont ils dépendent tous, et que donc, ils n'étaient pas favorables à la construction. Ensuite, et quand il y a une telle situation, des institutions financières comme notamment la Banque mondiale sont assez réticentes. D'autant plus qu'on pourrait dire aussi que ça a impliqué des problèmes environnementaux auxquels la Banque mondiale est assez sensible également. Et donc, et je ne pense pas que là-bas non plus été très enthousiastes. Des pays comme l'Égypte et tout ont un point important aussi au sein de là-bas. Donc, je crois qu'ils n'ont. Et donc, c'était encore Soumeles Zenawi, paix à son âme. C'est quelqu'un qui a apporté énormément à son pays en termes de développement. Et il a dit non, on va faire ça nous-mêmes. Et la diaspora éthiopienne, qui est importante parce qu'ils avaient fui massivement lors du régime communiste, avec Mengistu Haïlé Sélassié, sont nombreux aux États-Unis, presque. Je crois que 60% des taxis new-yorkais sont éthiopiens et ils sont un peu partout. Donc, d'ailleurs, c'est eux qui construisent le pays. Si vous allez à Addis Abeba, pour ceux qui ont été, arrêtez de croire que c'est l'Éthiopie où on traîne enfant au nom de Pachora. Donc, ils ont construit leur pays à un rythme absolument époustouflant. Et ce qu'ils ont fait avec le grand barrage de la Renaissance est absolument prodigieux. Et ça, ce financement, entièrement financement éthiopien. Et les Éthiopiens qui vivent en Éthiopie, mais massivement la diaspora à partir du bon qu'on a émis. Bon, je ne reviendrai pas sur le cas d'Israël et l'Inde. J'ai pris le cas d'un pays africain pour que vous compreniez que c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? De ce que la réflexion qui a cours à la Banque africaine de développement, c'est de dire on va faire un bon, mais qui n'aura pas un taux fixe. Il aura un taux variable en fonction de la durée de la souscription. Donc, vous pouvez souscrire pour une maturité de 5 ans, un autre pour une maturité de 7 ans, un autre pour une maturité de 10 ans. Si vous souscrivez pour une maturité de 5 ans, vous aurez le taux LIBOR. Le taux LIBOR, c'est ce qu'on appelle le London Interbank Offered Rate. Donc c'est le taux interbancaire tel qu'il est fixé à Londres. Donc ce sera ce taux-là, plus en plus, vous voyez, vous pouvez mettre le deuxième tableau s'il vous plaît. Voilà. Oui. Si vous prenez la dernière colonne, vous allez voir par exemple, c'est 5 years LIBOR plus 1.5%. 6 years LIBOR plus 1.5%. Et 8 to 10 years LIBOR plus 2%. Donc, il s'agira de bons à taux variable en fonction de la durée, effectivement, la souscription, c'est-à-dire du délai pour la maturité. Je pense que si la Banque africaine de développement faisait cela, elle serait extrêmement bien inspirée parce qu'on verrait effectivement comment la diaspora africaine peut financer le continent et l'impact serait réel dans telle chose, dans telle autre, etc., etc. Je crois que c'est une perspective dont nous pouvons nous réjouir. Sur le plan scientifique et industriel, c'est pour ça que vous ne devez plus continuer à travailler de manière solitaire.
militaires désordonnés. Franchement, je crois que vous avez besoin de... Faites des petits groupes. Il peut y avoir, on ne dit pas que je ne vous demande pas de vous marier entre vous. Je demande simplement que vous mettez ensemble pour faire des choses ensemble. Là où il y a des incompatibilités, bon, ceux qui sont incompatibles, mais là où les gens peuvent travailler ensemble, vraiment, vous pouvez porter des projets qui viennent à maturité dans 5-10 ans et qui mènent le continent à un autre niveau. C'est comme ça qu'on va y arriver. Ensuite, il est important, je souligne, que vous intégriez la nécessité du transfert de compétences et de savoir-faire. Vous les avez acquises. Vous les avez acquises. Comment faire parvenir ça dans nos pays? J'ai parlé de ceux qui viennent ici, j'ai parlé justement de quelqu'un qui est ouvrier. On croit que, bon, c'est un ouvrier, mais non, le jour où il rentre, il va voir que nos tâcherons, ils mettent des murs qui sont solidaires. Lui, il va leur apprendre comment faire un mur. Ça, c'est un transfert de savoir-faire. Mais ça peut se faire à tous les autres niveaux. Ça peut se faire à tous les autres niveaux. Croyez-moi, la circulation des idées, des savoir-faire dans le monde, ça se fait partout. Et je dis, n'ayez aucun complexe. Tous les jours, les grands pays là, vous voyez, entre eux, ils s'appuient d'espionnage. L'espionnage, c'est quoi? Vous croyez que seulement tous les armes? Non, c'est l'espionnage industriel. D'ailleurs, le plus redoutable aujourd'hui, c'est l'espionnage industriel, n'est-ce pas? Le savoir-faire, c'est le copie. Donc, il faut apprendre cela. Il faut savoir que vous qui avez été exposés au savoir les plus avancés, vous avez besoin à un moment donné de trouver les moyens d'en faire profiter votre continent. Et comment on le fait? Il faut trouver une démarche. Je me souviens, il y a à peu près 10 ans, j'allais très très régulièrement dans un pays comme le Nigeria, qui est un pays qui me fascine. Ne voyez pas le Nigeria uniquement à travers le prisme de la pauvreté que l'on montre dans la partie septentrionale. C'est un grand pays, je peux vous le dire. Il faut le respecter, c'est une chance pour l'Afrique. Vous allez voir dans 10, 20, 30 ans, le Nigeria, ce sera autre chose. Pas seulement à cause de sa démographie, parce qu'ils ont des gens qui ont une vision, qui savent où ils veulent aller. Il n'y a qu'un pays qui a une pensée stratégique qui peut faire pousser les champions nationaux qu'on a vus au Nigeria. D'un côté, il y a 20 ans, vous connaissez pas. C'est le résultat d'une réflexion. D'une réflexion stratégique. Je me souviens, une fois j'y étais, et le ministre de la Recherche scientifique disait, ça suffit, ces histoires-là où on se trouve le financement dans tous les laboratoires de toutes les universités du Nigeria, parce qu'ils en ont des centaines ici, et une grande population. Il dit, moi, je vais financer 6 laboratoires de niveau de classe internationale dans 6 domaines de vie. Full stop. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et vous allez, les résultats commencent à sortir. Le séquençage du génome du Covid-19 était engagé, je ne sais pas où ils en sont, mais ils avaient engagé cela, et avec des progrès significatifs. Je me souviens, et d'ailleurs, je cite cet exemple-là pour m'en réjouir, qu'il y avait un des grands professeurs qui dirigeait une équipe là-bas, était d'origine camerounaise, il venait des États-Unis. Donc, c'est ça. Nous devons arriver à un point où on arrive à convaincre certains de nos pays que certains de nos instituts de recherche ne doivent pas être dédiés uniquement aux nationaux, mais que les équipes de recherche doivent venir de partout au continent. Je rêve du jour où nous serons en capacité de mettre cela en œuvre. Franchement, dis-moi, pourquoi est-ce qu'un jeune Burkinabé talentueux, un jeune Kenyan talentueux, ne viendrait pas dans un laboratoire de pointe faire de la recherche au Cameroun, alors que, vous voyez, on va tout mettre en œuvre pour qu'il aille à Londres ou à Harvard ou à MIT, etc. Vous voyez? Est-ce que ça a du sens? Pourquoi est-ce que les Africains ne vont pas appuyer les équipes techniques et scientifiques d'autres pays africains pour mettre au point des choses qui soient valables pour le développement de l'Afrique? Donc c'est ça, c'est la nouvelle pensée stratégique. C'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile, parce que nous avons des habitudes, il y a des petits qu'on a, mais je sais que c'est faisable. Et c'est à ça que nous devons travailler. Et mon dernier point ici, c'est de dire que nous devons donc articuler cette réflexion stratégique à ce qu'on a appelé la vision 2050 de l'Union africaine. Il y a beaucoup de choses dedans.
Il y a à boire et à manger dedans. Donc en regardant bien, je pense que la diaspora, il ne suffit pas que l'Union africaine vous proclame sixième région. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut qu'elle passe aux actes concrets. Comment elle fait pour que la sixième région soit une région vivante, qui participe au développement du continent, qui travaille? C'est ça qui m'intéresse moi. Ce n'est pas les mots. Vous savez, une des choses qui nous caractérise, et je peux vous dire, on fait et on se moque de nous dans le dos, c'est que les Africains aiment parler. Dès qu'on tend le micro, et on fait, comme on dit, fait, on voit. Parler. Comme on dit, c'est le sixième continent, c'est la sixième région. Moi, je voudrais qu'on dise, voici les actions concrètes que nous avons mises en place pour que la diaspora s'implique dans le développement de l'Afrique. Sixième continent, dans la sixième région, dans l'agenda 2050. Voilà, nous voulons que nous avons identifié les éléments de la diaspora en Europe, en Amérique, en Asie, n'importe où. Voici l'équipe qu'on a mis en place pour commencer à travailler sur... Là, je vais prendre tout cela au sérieux. Mais si c'est pour produire du papier, tout cheap for me. En somme, il s'agit concrètement... Donc, il faut voir dans l'agenda 2050, il y a des choses dedans. Parce que vous voyez, je vous donne juste un exemple. Faire du continent, l'économie bleue, on n'a pas. Voilà un continent qui est entre l'océan Atlantique, l'océan Indien, Méditerranée, mer Rouge. Nous contrôlons l'exploitation des ressources de ces zones-là. Les pêcheurs des autres continents viennent même jusqu'à nos côtes. Là où on dit que ce sont des zones de souveraineté, ils viennent pêcher. Rien que ça. Je ne parle donc pas de ce qui est le grand, de ce qui sont les grands enjeux de l'avenir et dont on ne vous parle même pas dans l'économie bleue, c'est-à-dire les fonds marins. Parce que dans les fonds marins, il y a ce qu'on appelle, entre autres, des nodules polymétalliques qui sont bien plus en densité, donc de ces métaux-là, bien plus intéressants même que les gisements de fer et tout ça que vous avez sur le sol continental. Et il faut la technologie pour aller chercher. Comment nous faisons? Maintenant, on fait des forages en mer profonde. Là où on trouve les plus importants gisements pétroliers, c'est plus proche des côtes. C'est les forages en mer profonde. Et ça relève juridiquement de la compétence de nos États. Mais nous ne contrôlons pas parce qu'on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler tout ça? Et je ne parle même pas de l'aspect environnemental avec les ressources halieutiques. Chacun vient se servir. Vous voyez les côtes mauritaniennes et sénégalaises qui sont les plus poissonneuses, parmi les plus poissonneuses au monde. On vous dit chaque année qu'on a signé des accords avec l'Union européenne pour qu'ils viennent pêcher. Et ils viennent pêcher. Pourquoi ils n'ont jamais fait une usine de sardines? Ils prêchent. Ils pêchent, ils ramènent. Même faire seulement une usine. Donc il y a un problème. Donc c'est pour dire la diaspora doit réfléchir. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ensemble, donc, il s'agit concrètement de s'inspirer des meilleures expériences sur le continent africain. Je vous ai cité le cas du Maroc. Et en dehors du continent africain, sur le plan scientifique, je vous ai cité le cas d'Israël, je ne m'étendrai pas. Je vous ai dit c'est la diaspora israélienne, basée aux États-Unis, qui a fait le transfert en Israël. Et a fait d'Israël l'une des puissances scientifiques au monde. Je dis bien puissance scientifique au monde. Avant même qu'il ne devienne la Start-up Nation dont tout le monde parle. Mais dès les années 48, quand on vient de créer Israël, ils mettent en place l'Institut Weizmann. Allez taper, vous pouvez faire Google, voir le nombre de prix Nobel sortis de l'Institut Weizmann. C'est la diaspora. Sur le plan technologique et industriel, la Chine. Quand la Chine a fait les 6 zones de développement économique spécial, les 6 zones, dont l'une était en face de Hong Kong, l'autre en face de Macao, l'autre à Shenzhen, etc.
C'est Deng Xiaoping qui est l'artisan de cela. C'est qu'il dit, le pays est encore aguerri. Nous sommes encore vraiment sous l'idéologie maoïste dure. Mais nous allons créer en quelque sorte des enclaves de développement technologique où nous allons permettre à nos talents de pouvoir s'épanouir. Et vous savez comme moi que les Chinois sont partout dans le monde. D'ailleurs, ils sont tellement attachés à leur culture quand ils viennent, quand ils contrôlent tout un quartier, ils construisent tout ce qu'ils nous portent. Oh oui, non, vous allez à San Francisco, en Californie, Los Angeles et tout ça, vous allez voir ça ici, dans le désert. Vous allez voir ça, donc en Afrique du Sud. Donc dès que c'est important, bon, c'est leur job. Donc, ce sont des circuits terribles où on brasse des sommes fortes. Mais c'est un lieu aussi de ressources où ils se retrouvent. Et sur ces zones, ces 6 zones, vous croyez que la technologie est venue d'où? Et le financement de cette technologie. Ce sont les Chinois de la diaspora qui avaient de l'argent. Et ceux qui avaient le savoir-faire technologique qui se mettent et vont implanter des usines dans les 6 zones de développement économique spécial. Est-ce qu'on vous a dit que les entreprises européennes étaient là-bas? Non. L'Europe n'a installé les entreprises que 30 ans après, c'est-à-dire lorsque la Chine s'est ouverte en montrant qu'elle pouvait être l'atelier du monde. Mais le transfert du savoir technologique s'est fait à partir des 6 zones de développement économique spécial grâce à la diaspora chinoise. C'est ça. Donc c'est pas s'inspirer simplement de ce qui se passe en Afrique, mais de ce qui s'est passé partout ailleurs à travers le monde. Sur le plan financier, je ne viens pas. Donc en conclusion, je crois que je vous ai gardé assez longtemps. Voici le temps, à mon avis, voici le temps de la diaspora africaine, ou des diasporas africaines. Ce n'est pas encore le temps de l'Afrique, mais c'est le temps des diasporas africaines. Parce que le temps de l'Afrique est en chemin. Le temps de l'Afrique arrive. Et parce que sa diaspora, effectivement, a pris conscience d'elle-même et des enjeux du monde, elle doit préparer justement l'avènement de ce temps de l'Afrique. Comme ce temps, je vous l'ai dit au début de mon exposé, de l'Afrique pour moi, doit avoir lieu au XXIe siècle. Et nous devons cibler la deuxième moitié du XXIe siècle. Évidemment, je ne serai plus là. Mais nous devons justement, l'avantage et la force des autres, c'est qu'ils pensent leur pays et leur continent dans le long terme et non pas par rapport à leur misérable vie. Donc, nous devons penser l'Afrique de la deuxième moitié du XXIe siècle, dès à présent, pour nous positionner, pour que vienne justement le temps de l'Afrique. En fait, certains, comme je l'ai dit au début également, pensent que le temps de l'Afrique, en étant optimiste, il faut penser au XXIe siècle. Mais, j'ai dit, ils ont tout faux. Parce que le talent que je vois sur notre continent, la soif que je vois sur notre continent, la réappropriation de l'histoire du continent par ses enfants, la réappropriation de la culture et de la spiritualité du continent par ses enfants, me donne beaucoup d'optimisme et de foi dans notre capacité à aller plus vite que personne ne peut aller. En réalité, si on écoute ceux qui disent que notre tour ce sera au XXIe siècle, pour eux, au XXIe siècle, pour eux, en fait, si ça ne tenait qu'à eux, ce temps n'arrivera jamais. Vous voyez, je peux vous le dire. C'est aux Africains de développer leur propre pensée stratégique. À partir de la place qu'ils veulent occuper dans le monde et à partir de quel moment ils veulent être un acteur majeur du jeu global. C'est ça. Quelle place voulons-nous avoir dans le monde de demain? Et à partir de quand? Ce n'est pas de dire oui, nous voulons être. Non, non, ça c'est bavardage. Nous devons fixer un échéancier. Parce que tant que vous n'avez pas d'échéancier, vous croyez que vous avez l'éternité avec vous. Si nous disons deuxième moitié du XXIe siècle, nous devons être un acteur global incontournable du jeu mondial.
alors justement nous posons les jalons pour que cela advienne. Et je crois que nous le pouvons. Nous sommes en 2023, je crois que avant que nous n'arrivions justement à 2050, qui donc est notre entrée dans la deuxième moitié du 21e siècle, nous avons le temps de poser les jalons. La diaspora africaine doit participer, peut-être même initier cette réflexion stratégique de façon organisée et dans les cadres appropriés et non sur les plateaux de télévision, même pas dans les livres ou les réseaux sociaux, comme certains ont tendance à le faire. Car toute vraie pensée stratégique n'est connue que de ceux qui doivent la connaître. Arrêtons de tout mettre sur la place publique. Personne ne met tout sur la place publique. Je comprends que des scientifiques africains soient frustrés et que tels disent « Oui, mais moi j'avais inventé telle chose, la formule c'est telle chose pour montrer qu'il est scientifique parce qu'il veut convaincre. » Tu es en train de donner l'information à l'autre. Si le contexte africain actuel ne te permet pas de le transmettre, ne transmets pas. Nous devons apprendre à être stratégistes. Je ne dis pas stratège parce que tout le monde dit je suis stratège. Encore qu'on n'est pas stratège, si on applique ça à la logique militaire, on ne vous appelle stratège que si vous avez gagné au moins une guerre. Sinon, vous êtes stratégiste, pas stratège. Stratège de guerre. Donc les 5 idées forces par lesquelles je voudrais terminer, que je voudrais modestement et humblement vous proposer comme étant les 5 semences que je mets entre vos mains pour continuer votre tâche historique dans le champ de la renaissance de l'Afrique. Premièrement, c'est avoir une pensée stratégique pour définir des ambitions, fixer des objectifs et les moyens de la réalisation de ces objectifs. Donc, avoir une ambition, avoir une pensée stratégique. Deuxièmement, se mettre en réseau. Se mettre en réseau afin de créer des synergies d'action efficaces. Troisièmement, identifier les domaines d'action prioritaires pour le transfert des compétences et des savoir-faire. Transfert des compétences et des savoir-faire indispensable pour accélérer le développement de l'Afrique et la doter de capacités d'autonomie stratégique. Quatrièmement, contribuer à l'émergence sur le continent des champions africains dans le secteur privé et dans les autres espaces prioritaires. La diaspora doit contribuer à l'émergence sur le continent de champions africains. Visez d'abord le continent. Il a 1,2 milliard, 1,3 milliard, bientôt 1,4 milliard. Certes, son pouvoir d'achat est encore faible, mais il y a une classe moyenne montante. Si vous anticipez sur 10 ans, vous allez voir que viendra à maturité 200 à 300 millions d'Africains qui ont un pouvoir d'achat conséquent, c'est-à-dire constitutif d'une classe moyenne. C'est important parce que même la Chine, aujourd'hui, n'a pas plus de 3 à 400 millions de classe moyenne. Donc si l'Afrique atteint ce niveau-là, c'est un marché fabuleux. Alors si l'Afrique n'est pas préparée elle-même à conquérir ce marché, ce sont d'autres qui vont venir. Il faut faire émerger les champions africains. Par une stratégie d'investissement à la fois de substitution et d'innovation sur le continent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'émergent des entreprises africaines qui sont en mesure de prendre le contrôle des marchés qui étaient contrôlés par d'autres.
mais aussi là où il est possible d'innover. Et on a bien vu comment l'Afrique a beaucoup innové, notamment dans le domaine de Haïti, avec les paiements mobiles, les transferts d'argent et tout. Donc il y a vraiment une expérience et des capacités foisonnantes sur le continent, il faut exploiter cela, anticiper. Et enfin, mon 5e point, c'est contribuer au changement de paradigme dans le domaine éducatif et culturel. Contribuer au changement du paradigme dans le domaine éducatif et culturel. Et en quoi faisant? En appuyant ou en créant des structures d'éducation majoritairement orientées vers la maîtrise des connaissances scientifiques et des savoirs techniques, d'une part, et en contribuant au contrôle de la production des contenus culturels. Les artistes, je sais qu'il y en a ici, les hommes de culture et autres, c'est fondamental que l'Afrique contrôle la production des contenus culturels, de ces contenus culturels, et aussi des moyens de promotion et de diffusion des cultures et des valeurs africaines. Il est inutile, par exemple, de multiplier des chaînes de télévision sur les mêmes créneaux. Et ridicule de dépendre totalement, je dis bien totalement, des diffuseurs étrangers pour la promotion des contenus culturels africains. Est-ce que c'est faux? Qui fait le cadre chez vous là? Il faut aller dans telle école pour faire ça. Vous, la diaspora, vous avez l'argent, vous avez le savoir-faire, vous ne faites pas. Vous dites qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il y a l'État, c'est vrai. On ne peut pas nier cela. Mais il y a aussi quand même que nous commençons à apprendre dans nos pays. Lorsque l'État n'est pas coopératif, nous commençons à apprendre comment on contourne les obstacles. C'est le rôle de tout être humain. Lorsqu'il est confronté à un défi, c'est un peu comme un cours d'eau. Quand le cours d'eau rencontre un obstacle, donc c'est ce qu'on doit faire. Si nous avons des États ou des gouvernements qui ne sont pas encore prêts, nous devons continuer à avancer. Et je crois que c'est le rôle. Et je crois que la diaspora peut beaucoup faire. Je vous assure. Chers amis, mesdames et messieurs, au moment où je voudrais clore mon propos, je sais que vous en savez certainement plus que moi à propos de la thématique que je viens de développer. Certaines des problématiques évoquées vous occupent ou vous préoccupent au quotidien. Peut-être sentez-vous parfois découragé face à l'ampleur des difficultés et de la tâche à accomplir, face à la hauteur des montagnes à escalader. Je vous rassure, si la tâche est ardue, c'est parce qu'elle est vitale. Il s'agit en effet ni plus ni moins que de la renaissance, de l'incarnation africaine de notre humanité. Je ne vais pas ici trop m'étendre pour rappeler ce que tout le monde sait aujourd'hui, que l'Afrique, berceau de l'humanité, porteuse de brillantes civilisations, l'on a voulu occulter, retrouve ses origines. Et que plus personne, je dis plus personne, ne va nous distraire par rapport à cela. Et donc, il est important que sur cet élan, nous comprenions que quand nous parlons de renaissance, et je ne suis pas le premier à en parler, je me souviens que le président Thabo Mbeki, quand il était à la tête de l'Afrique du Sud, avait
déjà également parlé de renaissance de l'Afrique, que le président Abdoulaye a même baptisé un monument, l'un des plus grands monuments du CDG de Dakar, monument de la Renaissance. Donc l'idée est là, si justement ces aînés y avaient déjà pensé, c'est qu'il y a quelque chose de souterrain qui se passe. Et nous-mêmes, quand nous avons baptisé notre parti politique, Mouvement pour la Renaissance, franchement, on ne pensait même pas à ces devanciers qui avaient... C'est venu spontanément. Donc il y a quelque chose, je crois qu'en chacun de nous, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une gestation de quelque chose. Et nous ne pouvons pas rater cette première histoire. Nous avons suffisamment appris. Nous avons suffisamment appris de nos souffrances pour ne pas retomber dans les souffrances. Nous avons appris que vous pouvez payer une réparation à quelqu'un qui vous a réduit en esclavage. Avons-nous besoin de plus que cela pour dire que cela ne doit plus jamais nous arriver? Il faut donc que nous ayons un continent debout. Je ne voudrais pas revenir faire des conférences comme ça. J'ai envie de voir le moment où nous passons aux actes, où nous faisons des choses concrètement, où nous plantons des piliers profonds pour redresser le continent et promouvoir cette renaissance. Le temps de la diaspora est arrivé, et comme je l'ai dit, je le sens, et je sais que vous le sentez. Notre mission à nous est de porter à manifestation, dans ce temps-ci, la renaissance. Et au cœur de cette entreprise se trouve la diaspora. Vous avez quitté le continent, mais vous le portez en vous. Vous avez vu le monde. À vous de transformer le continent. L'une des semences que j'ai placées entre vos mains tantôt, vous invitez à penser de manière stratégique. Pour que cette pensée soit créatrice, il va sans dire qu'elle doit trouver sa source au plus profond des richesses spirituelles, culturelles et autres qui font la matrice de notre continent. L'essentiel est parti de l'Afrique. Et on vous l'enseigne aujourd'hui comme si ça venait d'ailleurs. L'essentiel est parti. C'est à ce prix-là que, pensant l'Afrique nouvelle, nous serons en mesure de dire, comme dans les Écritures, que l'Afrique renaisse. Et comme la parole du commencement, l'Afrique renaîtra. Je vous remercie. Vous pensez que vous avez assez applaudi? Bien, avant que les gens ne viennent vous dire notre président, Je suis
suis disposé à prendre 5 questions maximum. 5. Alors, Pas plus, s'il vous plaît, 5. Il faut qu'on s'entende là-dessus, 5 questions. s'il vous plaît, vous écoutez un peu d'abord. Et puis asseyez-vous. Ma Asseyez-vous, chaise. s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est vraiment des questions. Donc, des questions directes, et courtes. Et puis, la chaise est un peu comme Il fait comme s'il ne me voyait pas. vous présentez, vous allez droit au but, non pas le temps. Je me présente ici à Châtelet. Moi, je m'appelle Justin Sambou. Monsieur le Président de l'MC. Son Excellence, Maurice Kamto. Nous, les gens de la diaspora, on ne sait pas beaucoup pour notre Cameroun, pour aider notre pays surtout. Mais on a discuté beaucoup, nous, les gens de la diaspora. On lutte pour notre pays, la conscience du pays. On a discuté puisque pour venir chez nous au Cameroun, avant c'était 130 € le visa. Maintenant c'est 240 €. Je vais poser votre question. Quand nous approchons par Monsieur le Président, nous venons au Cameroun, dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, on va sans payer le visa. Oui, je me présente, je m'appelle M. Justin Kandoum. S'il vous plaît. Merci de suivre, s'il vous plaît, merci. Ma question c'est parce que le Cameroun, quand j'étais au pays, en tant que Camerounais, à l'époque on payait le visa c'était 130 €. Maintenant c'est 240 €. Le visa d'espèce 300 €. Nous sommes les Camerounais, nous voulons investir chez nous au Cameroun. Et de deux, quand on envoie les voitures à Douala, pour les douaniers, les voitures qu'on a payé à 1500 € ici, on demande 3500 €. Non, on lutte pour bâtir le Cameroun. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour votre visite aujourd'hui. Merci. J'ai une question, monsieur. S'il vous plaît. Vous avez été tellement sage jusqu'à maintenant que ce serait dommage de ne pas le rester. Après, c'est non. Good afternoon, Mr. President. My name is Sandy Boston. I'm a political activist. We are very delighted by the conference today and the topic that was put on the table because that concerns us very directly. My question is, having received the message that we had and the responsibility that is ours as Africans of the diaspora, we have expectations from politicians back home to make it possible for us to help develop our countries and continent. You, as a future leader of Cameroon and indeed Africa, what are your policies to help us achieve that? Thank you. Thank you. Allô? Bonsoir. Monsieur le Président, merci que vous êtes là avec nous. Je vais être très clair pour être plus concret sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la diaspora, vous nous avez dit organisez-vous. Mais je dois dire, quand on dit même jeune, je ne suis plus parmi les plus jeunes, mais j'entends ce mot depuis très longtemps que je suis dans la diaspora, que nous devions nous organiser. Je vais peut-être faire mal à l'un ou l'autre, mais je crois que dans mon constat que je fais, c'est peut-être que nous organiser nous-mêmes. Nous avons des difficultés. Et pour le faire, parfois, pour certaines choses, on a besoin de leaders pour nous organiser. Alors, l'idée que vous aviez donnée avant, de dire que les diasporas pas penser individuellement, mais avoir peut-être de grands projets et développer des stratégies dans le cadre dans tous les pays et ensemble créer quelque chose de grand en Afrique. Parce que je ne vais pas attendre de dire j'ai besoin de politiciens. Par exemple, quand vous avez parlé de grande renaissance d'un bon,
il faudrait bien que nos politiques le fassent, mais pour d'autres choses exactement, pour impulser et avec toute l'intelligence qu'il y a, est-ce que nous n'avons pas, excusez-moi, Monsieur le Président, je vous vois comme un leader et je suis très flatté de dire que vous êtes là aujourd'hui, de voir peut-être que nous aurions besoin de gens comme vous, tout simplement pour nous organiser, parce qu'entre nous, peut-être nous avons un problème de nous organiser nous-mêmes. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. National. Qui vous a donné la parole? Mais pourquoi vous avez le micro? Parole mais non, pourquoi vous donnez le micro? Oui, j'aimerais d'abord remercier le président national d'être là aujourd'hui. Votre conférence était enrichissante pour nous. C'est une thématique sur laquelle je m'appesantis beaucoup, surtout. Je suis secrétaire d'unité de Baye Nord et je me suis occupé de cette thématique très profondément, surtout dans les conférences avec mes camarades. Oui, quand je leur parle de cette thématique, il y a certains qui me disent que bon, laissez-moi parler, laissez-moi m'exprimer. Il y a certains qui me disent que bon, il y a un manque de conscience patriotique et nationale de la part de nos camarades. Oui, ils disent que bon, tu vas bien gagner en expérience sur le plan technologique et sur le plan de la performance ici, mais tu vas gagner combien au pays? Il y a d'abord quel cadre au pays qui te permet de développer des performances acquises ici. Je veux prendre par exemple le cas, j'ai eu à habiter avec un Chinois, il a eu une bourse du gouvernement chinois. Ils ont une autre conscience qui est différente de celle des Camerounais, en fait. Ils ne se... D'abord, ils ne travaillent pas au même titre que les Camerounais. Donc, ils ne font pas les jobs que nous on fait chaque jour ici, parce qu'ils bénéficient de la bourse du gouvernement. Laissez-moi développer. Parce qu'il bénéficie d'abord de la bourse du gouvernement chinois. Il a signé un document dans lequel il s'engage à ne pas travailler, à se consacrer exclusivement à ses études. Et après ses études, il rentre au pays pour mettre ses performances au plan du pays. Donc voilà ce que je vais développer. Mais il faut laisser les gens s'exprimer. Laissez les gens s'exprimer. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, c'est Annie Choco, je suis activiste. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre très enrichissant exposé par rapport à tous les problèmes au conseil que vous avez prodigué à la diaspora. Vous avez pris un exemple de pays, le Maroc, parce que je vis en Belgique et je vis avec la communauté marocaine en Belgique. C'est une communauté assez prospère, c'est une communauté bien organisée et qui ne se réunissent pas beaucoup comme nous. Ma question c'est à ce niveau, parce que vous avez parlé beaucoup d'organisations. Nous, la communauté camerounaise, nous avons 100 000 associations. Associations de Bamenjou, de Bafoussa, bref, on se réunit toujours. Donc, parce que vous avez parlé d'individualisme et d'aide collective. Mais dans toutes ces associations, parce que moi, un dimanche sur 4, nous nous rendons dans ces associations. Mais on ne connaît pas alors le rôle, parce que ces associations devraient normalement jouer un rôle dans l'essor du Cameroun. Monsieur le Président, est-ce qu'il faudrait repenser donc le rôle des associations communautaires afin qu'ils jouent vraiment, afin qu'ils soient utiles au développement du Cameroun et de l'Afrique? Merci. Moi j'ai ma question. Oui, mais vous avez choisi quoi? La première question avait trait au visa. Et la question avait trait au visa et au prix de la douane, pour le dédouanement des véhicules.
Je pense que vous me posez une question à laquelle vous-même vous pouvez répondre. C'est quelque chose qui dépend d'un gouvernement qui est en place. Et quel que soit ce que je peux vous dire ici, dans cette salle, ça ne changera rien à l'affaire. C'est la politique d'un gouvernement, comme il en existe ici, dans les pays développés. Tel gouvernement peut adopter telle politique, la population estime qu'elle n'est pas d'accord avec cette politique. La seule différence, c'est que cette population peut changer de gouvernement. Que dans la plupart des cas, dans nos pays, c'est la politique du gouvernement. Moi, je pense que tout se tient, tout rentre. Est-ce que telle politique correspond à une vision, à un projet de développement pour le pays? Je vous donne un exemple concret. Je peux, si je suis en charge des affaires du pays, dire que oui, je vais monter les droits de douane pour les véhicules. Mais je ne peux le faire que si je suis en train de son rendu en ce qui concerne le Cameroun, à un niveau où on essaye de trouver un peu d'argent partout où on peut. Donc partout où on peut, on gratte un peu. Et je parlais dernièrement du coût de la vie chère. Et je citais, je donnais les chiffres à l'appui, justement, comment les prix avaient grimpé très rapidement, y compris sur des aliments de première nécessité dans notre pays, ou comme dans le domaine des transports. Le transport allait être nécessairement impacté par le fait qu'on augmente le prix à la pompe, avec le prix du litre d'essence. Mais ça, c'est la politique d'un gouvernement, je ne peux pas vous en dire plus. Bon, voilà. Il faut, si vous voulez que l'on change, je ne voulais pas parler du tout de la politique cet après-midi, mais puisque j'allais dire irrésistiblement vous y amener, je voulais dire simplement, si vous voulez que les choses changent, préparez-vous à 2025 ou avant. C'est tout, mon frère. Yes, the second question regarding what would be my policy to help the diaspora achieve the return home and contribute to the development of the continent, or in the particular case of Cameroon, the development of Cameroon. I will just be repeating what I've been saying since at least 2012, when we drafted our vision for Cameroon. And we clearly stated that the fifth pillar of our vision is the role of the diaspora. Inter alia, I foresee the creation of a special agency to deal with the diaspora, to facilitate the involvement when people, when they want to create a business, when they arrive in the country, or to secure their money when they want to buy a piece of land or a plot, and so on and so forth. So this is something I've elaborated on. It is in our vision, and I've said, time and time again. So also, I was very clear since the very beginning on the issue of multiple dual or multiple nationality. I think it's a tool or an instrument to give an incentive for people or Cameroonians living in diaspora to come back and be part of the project of the renaissance of our country. In that regard, I think that we should adjust our policy according to our special, environment. Like I was saying, we share a very long border with a very big and huge country, and some people in our country have some concern, and they are right to do so, to have this type of concern of what happens if a lot of people coming from just neighboring country and take nationality, and in 5 years' time the next president will come probably from that country. That is concern people are raising when we talk of
multiple or dual nationality. But we are reflecting on that. But the principle that we will act or pass a bill on the issue of dual nationality is, for me, is something which is it's not suffer any discussion anymore. I'm very, very, very in favor of that, because I think that we can make a difference with the people who are living here to go back and make a contribution. Thank you very much, Mr. President. Oui, c'est vrai, vous avez raison de dire que l'interpellation à vous organiser est une interpellation qui n'est peut-être pas totalement nouvelle ou récurrente. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas réitérer cela, parce que je suis profondément convaincu. Vous avez raison, il va falloir peut-être que nous vous posez la question et vous ne savez pas les réponses. Je suis tout à fait d'accord que des gouvernements peuvent aider la diaspora à mieux s'organiser ou à s'organiser plus vite. Madame parlait tout à l'heure du cas du Maroc. Je vous ai dit, ce qui arrive au Maroc, c'est parce que ça s'inscrit dans une politique de l'État marocain. Ce n'est pas par hasard. Donc du coup, même organiser les gens, ça va vite. Parce que le gouvernement a intérêt à ce que les gens soient organisés. Il veut avoir un interlocuteur. Parce que vous pouvez mieux contribuer si vous êtes organisé. Imaginons